votre jeunesse et votre vie familiale? Bon, ma jeunesse à ma vie familiale, voilà. Mon père venait de Pologne. Il est arrivé en France à la fin de la guerre 18. Nous sommes venus habiter à Romainville, en banlieue parisienne. De l'anniversaire d'une de nos amies, elle fêtait ses 20 ans. Nous étions à peu près une quinzaine de jeunes. D'un seul coup, on est entouré par des formations de la gendarmerie, des gendarmes allemands, des gendarmes français, parce que les gendarmes marchaient main à main avec les Allemands, comme je vous ai expliqué. Vous pouvez vous renseigner. Notre gendarmerie et nos policiers, comme je vous ai dit, la majorité était collabo. C'est ce que je leur dis. Alors, il y a un Allemand, il est en civil, de la Gestapo, c'était de la Gestapo. Il me dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas les papiers? J'ai oublié, car il y a notre ami, vous avez bien vu, en fait, c'est 20 ans, et il faut bien s'amuser. Alors, il me regarde, il me dit en allemand, car je comprends l'allemand, mais je n'ai pas répondu, Hosen runter, ça veut dire baisse ta culotte. Tu sais, j'étais gêné devant des jeunes filles à l'époque de baisser sa culotte. Alors après, il m'a dit en français, baisse ta culotte, sèchement. J'étais bien obligé. J'ai emmené mon pantalon, j'ai descendu mon pantalon. Il me dit, Jude, ça veut dire juif. Ils me mettent les menottes et on m'amène à la Gestapo. Alors au bout de 2 mois et demi à la prison, moi, j'étais plus battu. Après, ce sont 2 mois, oui. Ce sont deux gars de la Gestapo qui sont venus me chercher, un peu de Bourdon. Il me dit, on va t'emmener, tu vas aller dans un camp d'internement. Est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire? Je savais ce que ça veut dire, que j'étais interné. Oui. Mais on ne parlait pas d'Auschwitz. On n'était pas au courant. Je savais, après, quand j'étais avancé, que les familles, ils partaient dans un camp de famille. Et ceux qui étaient adultes allaient travailler. C'est ce qu'on leur racontait. D'ailleurs, nous, j'écoutais la radio anglaise chez mes amis. À la radio anglaise, on disait qu'on massacrait en Pologne, on ne parlait pas d'allemand, comme étaient les Juifs dans des ghettos, on en parlait déjà, je parle en 1943. Et on en parlait déjà, mais on parlait, il n'y avait pas un mot sur les exterminations ni les massacres, on ne parlait pas du mot Auschwitz. Pas un mot. Le 15 octobre 1942, toute ma famille à Romainville a été arrêtée par la police française. Ils ont été déportés le 4 novembre 1942, tous les 6, le 7 novembre, le 8 novembre 1942, tous. Ils ne sont pas entrés au camp, directement dans les chambres de gaz, comme beaucoup de familles juives. Le 7 février 1944, je suis arrivé à Birkenau, avec ce convoi, comme d'autres convois, à Birkenau, sur la rampe de Birkenau. J'ai eu la chance, encore une fois, il y a un de mes copains qui s'appelait Georges, qui faisait partie du club de boxe où je faisais partie. Il me parle en vitesse parce qu'il fallait qu'il parle vite pour pas que les cesses me voient. Il me dit, Jacques, si tu as la chance d'être sélectionné, je ne savais pas ce que ça veut dire la sélection, et que tu rentres dans le camp et tu seras tatoué, je me débrouillais avec le capot pour te faire entrer dans notre commando, qui s'appelle le commando de la rampe. Et le convoi, on est rentré à 200 dans le camp. Et le reste, l'autre millier, soi-disant, a parti au camp de famille. Les camps de famille, c'était pas ça. À Birkenau, au bout de 2 jours, vous savez tout de suite. C'était les chambres à gaz et les crématoires. C'est là que je me suis dit,
ma famille qui est arrivée en 1942 a subi le même sort. Moi, je suis rentré au commando que les nazis ont appelé le Canada. Je ne sais pas si quelqu'un vous a expliqué à Birkenau. Moi, je le dis toujours. En arrivant, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait une grande camionnette peint au blanc, c'était marqué Croix-Rouge Internationale. Et vous savez ce qu'il y avait à l'intérieur? Le Cyclone B. Je l'ai su après. Parce que quand les gens étaient sélectionnés, ces camions y suivaient. Puisque j'ai travaillé sur la rampe. Vous étiez tatoué? Naturellement. Et est-ce que vous avez encore un tatouage ou pas? Je vous fais voir mon tatouage. Vous savez quoi qui est tatoué? C'est pas comme aujourd'hui avec des trucs électriques qui ne désinfectaient pas. On était gonflés comme ça. Et vous savez quoi qui est tatoué? Des grandes aiguilles. Des genres d'aiguilles à tricoter qui étaient taillées, je ne sais pas, puis piquées là-dedans, dans la chair. Et croyez-moi, ça fait mal, on criait, hein, comment ça faisait mal. Oui, vous voyez même les traces, regardez. Il a plus de 70 ans. Et ça, donc c'est votre numéro C'est mon numéro d'entrée du camp. Ceux qui ont tatoué, c'est ceux qui rentraient dans le camp. Tous ceux qui partaient dans les champs de gaz n'étaient pas tatoués. 1944, de loin, qui j'ai vu arriver? Mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Alors il y a mon ami Georges, j'ai dit tout ça, il y a mes grands-parents de l'autre côté. J'en ai marre, je pars avec eux. Je vais partir avec eux. Il dit non, tu ne nous quittes pas. Si tu bouges, on t'assomme. Alors avec un de mes yeux, j'ai accompagné mes grands-parents maternels jusqu'à la chambre à gaz numéro 3. Et ça m'a beaucoup resté. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à ma place. Qu'est-ce que vous auriez peut-être fait à ma place? Que vous voyez vos grands-parents maternels qui vous ont élevé en partie, arriver et vous savez où ils vont. Il arrivait par jour environ 12 000 à 15 000 personnes par jour. En même pas 2 mois, il est arrivé 500 000 juifs de Hongrie. Et 90% ne sont pas rentrés dans le camp. Ils sont partis au camp de famille. Voilà. La journée, quand elle est entre guillemets normale. Normal, les journées normales, pour moi, il n'y en a pas eu. Le travail qu'on faisait au Canada, quand j'étais à Birkenau, la journée normale, c'est de décharger les cadavres, de les mettre sur le grand chariot et de tirer le chariot jusqu'à devant les crématoires. Fin octobre, on a commencé à évacuer le camp de Birkenau, les premières évacuations. On est au courant par les SS que malheureusement, ils ont l'ordre, avant que les Américains arrivent, de tous vous supprimer. Alors, figure-toi, on est arrivé, tu sais à combien d'après, au camp de Buchenwald? À 4 000 sur 10 000. Tout le reste a été tué pendant la marche. On a marché 6 jours, presque 7 jours. On est arrivé, moi j'étais déjà très malade, j'étais atteint du typhus. On nous a mis au petit camp, et au petit camp à Buchenwald, il n'y avait pas de chambre à gaz, mais il y avait un grand crématoire, puis il y avait déjà des montagnes de cadavres. Alors, pas moi, mes amis qui avaient encore plus de force que moi, ils ont dégagé les cadavres, et on a fait un genre de tunnel, et c'est là qu'on s'est planqué, parmi les cadavres. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, avec on ne sait jamais, et ça s'est passé comme ça, ils vont dire, en arrivant, tous les juifs dehors, parce qu'il y avait une carrière où il y avait des mitrailleuses qui étaient déjà installées pour tuer le maximum. Les Américains m'ont embarqué d'urgence
dans un hôpital à Weimar, qui se trouve dans la ville de Weimar, en Allemagne. Si vous n'auriez pas trouvé de personnes sur qui compter au camp, Oui. est-ce que vous serez laissé partir? Ça a beaucoup aidé, l'amitié, Ouais. le peu qu'on était, moralement, qu'on se tenait. Que surtout, Georges et mon ami Jimmy Goldstein, qui avait un humour très libre, il dit il faut se battre, il faut essayer de survivre. On crèvera, il disait toujours on ne crèvera pas tous, mais eux vont, excusez-moi de l'expression, eux les nazis crèveront. Et en Allemagne, il y en a aussi, en Angleterre, en Amérique, il y en a partout. Que l'histoire du gazage, ça n'existe pas. Moi qui étais sur la rampe des Birkenau, que j'ai vu devant mes yeux des milliers de personnes tous les jours qui rentraient dans les chambres à gaz, dans les crématoires, j'ai dit maintenant il faut que je m'engage à fond. Et c'est là que je me suis engagé à fond. Et je combats contre ce mensonge.